Ton gamin n'a jamais mérité un tel vélo, a dit mon frère après avoir donné le vélo neuf de mon fils à son propre fils lors de notre barbecue familial. Mon père a ri. De toute façon, il l'aurait bousillé en une semaine. Je n'ai pas discuté. J'ai simplement ramené mon fils à la maison, ouvert mon ordinateur portable, et à 20h12, mon frère se tenait dans son allée, fixant quelque chose qui n'était plus là. Ton gamin n'a jamais mérité un tel vélo. Ce sont les mots de mon frère après avoir donné le vélo neuf de mon fils à son propre fils lors de notre barbecue familial. Mon père a ri. De toute façon, il l'aurait bousillé en une semaine. Je n'ai pas discuté. J'ai simplement ramené mon fils à la maison, ouvert mon ordinateur portable, et à 20h12, mon frère se tenait dans son allée, fixant quelque chose qui n'était plus là. Je m'appelle Amélie. J'ai 34 ans. Je vis à Lyon depuis 9 ans. Les 4 dernières années dans une maison dont je suis propriétaire, rue de l'Annonciade dans le quartier de la Croix-Rousse. À 12 minutes de chez mes parents et, la plupart du temps, à environ 40 minutes de me sentir à nouveau pleinement moi-même. Je dirige une entreprise générale du bâtiment appelée Rénovation Armoro. Nous faisons de la rénovation résidentielle, des cuisines, des salles de bain, des extensions, et occasionnellement une réhabilitation complète. J'ai une licence d'entrepreneur général que j'ai obtenue à 27 ans, après 4 ans de travail sous la direction d'un maître d'œuvre qui m'a appris plus en une seule visite de chantier que ce que la plupart des gens apprennent en un semestre. J'emploie 6 personnes à temps plein et je fais appel à un réseau de sous-traitants lorsque le travail l'exige. Il y a 4 ans, j'ai aussi construit autre chose. Quelque chose que je n'avais pas l'intention de créer comme une entreprise. Pas exactement. Tout a commencé parce que je recevais constamment des appels pour des corps de métier que je ne couvrais pas. Plomberie, électricité. Et j'en avais assez de dire, je n'ai personne de confiance pour ça. Alors, j'ai commencé une liste. Puis, j'ai rendu cette liste partageable. Ensuite, j'ai ajouté une interface de réservation parce que les clients me demandaient sans cesse s'ils pouvaient planifier par mon intermédiaire. Puis, j'ai ajouté des profils d'artisans et des notes d'évaluation parce que la question du contrôle qualité revenait constamment. Aujourd'hui, c'est une plateforme appelée « Réseau des artisans lyonnais » qui compte 140 artisans inscrits et génère environ 280 000 € par an en recommandations de chantier. Et j'en suis l'unique administratrice. Mon frère Antoine est sur cette plateforme depuis 3 ans. Il n'a jamais payé les 60 € de frais mensuels que tous les autres artisans de la plateforme paient. Je l'ai inscrit comme un membre de la famille. Je ne l'ai pas formalisé. Je ne l'ai pas mis par écrit. Je lui ai donné comme on donne à son frère quelque chose qu'on a construit, parce que c'est votre frère, que ça ne vous coûte rien sur le moment et que vous ne pensez pas à ce qui se passera plus tard. Je ne pensais pas à plus tard. Mon fils Léo a 8 ans. Il a mes yeux et la patience de son père, ce qui veut dire qu'il attendra plus longtemps que n'importe qui ne le devrait avant de dire quoi que ce soit. Le divorce a eu lieu il y a 2 ans. Ce ne fut pas dramatique. C'était l'histoire de 2 personnes devenues compatibles sur le plan logistique et étrangères sur le plan émotionnel. Et nous avons géré ça comme des adultes gèrent une situation dont ils comprennent tous les deux qu'elle est terminée. Léo voit son père un week-end sur 2. Son père n'est pas le méchant dans cette histoire. Techniquement, il n'y a pas de méchant. Juste un frère qui croyait que les choses affluaient naturellement vers lui, un père qui avait toujours tout arrangé pour qu'il en soit ainsi, et un garçon qui a économisé 47 € dans sa tirelire pendant 5 mois sans jamais en dire un mot. J'ai trouvé la tirelire aux 3/4 vide en février. Léo avait compté les pièces lui-même. L'argent de son anniversaire, l'argent des tâches ménagères, le billet que la mère de son père lui avait donné à Noël, les 5 € qu'il avait gagnés en aidant ma voisine à porter ses courses à 2 reprises. Il ne m'avait pas dit qu'il économisait parce qu'il voulait me faire la surprise. Il voulait me montrer qu'il pouvait contribuer. Il m'avait vu travailler. Il avait observé comme les enfants observent. Et il avait compris quelque chose sur la relation entre l'effort et le résultat que je ne lui avais pas explicitement enseigné, ce qui signifiait qu'il l'avait appris en me voyant le vivre. Il économisait pour un vélo. Il l'avait repéré en ligne, m'avait montré la photo une fois en passant, en disant « il est cool », non, avec cette voix particulière que les enfants utilisent quand ils essaient de ne pas trop désirer quelque chose devant vous. J'avais dit oui, il était vraiment cool. J'avais noté le numéro de modèle dans mon téléphone sans le lui dire. En juin, j'ai acheté le vélo. Il coûtait 189 €.
J'ai payé les 142 €. Il a payé 47 € et me les a remis dans un sachet de congélation rempli de billets et de pièces mélangées. 3 types de monnaies distincts, maintenus par des élastiques parce qu'il les avait organisés. Et il était si fier qu'il ne tenait pas en place pendant que je comptais. Il n'arrêtait pas de demander si le compte était bon. Le compte était parfaitement bon. C'était un bon vélo. Argenté et rouge, roue de 20 pouces, une sonnette sur le guidon parce qu'il avait spécifiquement demandé une sonnette. Il disait que les sonnettes étaient importantes. Il disait, sinon, comment les gens savent que tu arrives? Je lui ai dit que c'était une bonne remarque. Il a fait sonner la sonnette 6 fois en sortant du magasin. Il est allé chez mes parents à vélo le jour du barbecue. Il m'avait demandé s'il pouvait. J'ai dit oui. Il a pédalé tout le long du trajet pendant que je conduisais à côté de lui en voiture, ce genre de choses que vous faites quand votre enfant a 8 ans et veut aller quelque part à vélo et que vous n'êtes pas prête à le laisser simplement partir devant sans vous. Pour comprendre le barbecue, il faut comprendre les 20 années qui l'ont précédé, que je vais vous exposer en termes simples, car c'est ainsi que je comprends les choses. Je suis une entrepreneuse. Je construis les choses dans l'ordre. D'abord les fondations, puis la charpente, puis les finitions que les gens voient réellement. La fondation, c'est ça, mon frère Antoine a 3 ans de plus que moi. Et d'aussi loin que je me souvienne, les choses dans notre famille ont toujours voyagé dans une seule direction, vers lui. Pas de façon dramatique. Pas avec une cruauté que quiconque pourrait pointer du doigt, juste de manière constante, comme l'eau trouve son niveau. Comme l'énergie d'une famille trouve la personne qu'elle a décidé d'être le centre. Quand Antoine a eu 16 ans, mes parents lui ont acheté une camionnette d'occasion. Quand j'ai eu 16 ans et que j'avais besoin d'un moyen de transport pour le petit boulot que j'avais pris après l'école pour économiser pour les choses que je comprenais qu'on ne me donnerait pas, mon père m'a montré le trajet de bus sur son téléphone, la ligne C13. Et m'a dit que le bus forgeait le caractère. J'ai pris le bus pendant 2 ans, y compris les matins d'hiver où l'arrêt n'était pas déneigé et où le bus avait 20 minutes de retard, et je restais dans le froid avec mes vêtements de travail sous mon manteau en me disant, c'est temporaire. C'est temporaire. Je ne vous dis pas cela comme un grief. Je vous dis que c'est la fondation. Vous devez comprendre la fondation avant que la charpente n'ait de sens. Quand Antoine a lancé son entreprise de bricolage à 28 ans, mes parents lui ont donné 6 000 € pour couvrir sa première année d'outils et d'assurance. Ils ont appelé ça un prêt. Il n'a jamais été remboursé. On n'en a plus jamais parlé à aucun dîner, aucune année depuis. Je connais le montant parce qu'Antoine me l'a dit une fois sans gêne, comme une information plutôt qu'une confession, 6 000 €. Comme s'il me donnait la superficie d'une pièce. J'ai moi-même un prêt pour petite entreprise. J'ai remboursé le mien. Je mentionne cela uniquement parce que je pense que le contraste est instructif et parce que personne ne le qualifierait d'instructif si je le disais à voix haute. Alors je le dis ici, où Antoine ne peut pas me dire que je tiens les comptes. Quand j'ai lancé Rénovation Art Moreau, à 27 ans, j'ai utilisé les économies de 6 ans de travail pour un maître d'œuvre nommé Bernard qui me payait équitablement et m'a tout appris, ainsi qu'un prêt pour petite entreprise que j'ai demandé moi-même et remboursé sur 3 ans à 6,8% d'intérêt. Mes parents sont venus à la première visite de chantier. Je les avais invités pour une rénovation de cuisine dans le 6e arrondissement et mon père a mis son bras autour de mon épaule et a dit qu'il était fier. Ce moment était réel. Je le garde. Je ne le révise pas. Je vous dis juste aussi que 3 mois avant ce moment, il s'était porté garant pour le leasing de l'utilitaire d'Antoine sans qu'on le lui demande, sans qu'on l'appelle, sans aucune démarche. Antoine avait simplement mentionné qu'il avait besoin de l'utilitaire et mon père avait dit qu'il s'en occuperait. Quand j'avais demandé à mon père 4 ans plus tôt s'il se porterait garant pour ma première ligne de crédit professionnel, il avait dit que ce n'était pas quelque chose avec quoi il était à l'aise. Même demande, même famille, enfants différents. Le schéma n'est pas toujours visible tant qu'on ne le regarde pas dans son ensemble. La plupart des schémas ne le sont pas. Ils opèrent à travers des moments individuels qui semblent tous raisonnables, qui semblent tous pouvoir être expliqués, qui semblent tous être le produit des circonstances plutôt que d'une conception. Ce n'est que lorsqu'on les aligne qu'on voit qu'ils ne sont pas aléatoires. Ils sont une direction. Et la direction s'éloignait de moi, et plus tard, de mon fils. Je veux être précise sur cette deuxième partie, car avec la première, celle qui me concernait, j'avais fait la paix. J'avais construit mon entreprise, ma plateforme et ma maison rue de l'Annonciade avec mes propres économies,
ma propre licence et mes 3 années de remboursement de prêt. Et le fait que cela ait été plus difficile que nécessaire ne m'avait pas brisé. D'une certaine manière, cela m'avait rendu plus précise, plus attentive à ce que je construisais et plus attentive à qui j'y laissais entrer. La partie avec laquelle je n'avais pas fait la paix, c'était de voir cela s'étendre à Léo. C'était la partie qui exigeait un autre type de réponse. Ce que j'ai observé au fil des ans, c'est l'extension du schéma. Léo est né, le schéma l'a regardé et a fait son évaluation. Et l'évaluation était qu'il était de mon côté du grand livre, ce qui signifiait qu'il recevait ce que j'avais reçu, l'amour sincère d'une famille qui, par ailleurs, tranquillement et constamment, ne le comptait pas tout à fait comme elle comptait le fils d'Antoine, Lucas. Lucas a 9 ans. C'est un bon gamin. Il n'a rien fait de mal. Léo non plus. Les garçons ne sont pas l'histoire. L'histoire, c'est ce que les adultes ont fait autour des garçons. Et je veux que vous compreniez qu'avant le vélo, il y avait déjà une liste, non écrite, non compilée exprès, juste accumulée comme les choses s'accumulent quand vous êtes attentive et que vous ne pouvez pas vous empêcher de remarquer. La fête pour les 4 ans de Léo, un samedi de mars. J'ai envoyé l'invitation 6 semaines à l'avance. Mes parents ont confirmé leur venue. 3 jours avant la fête, ma mère a appelé pour s'excuser. Ils avaient réalisé qu'ils s'étaient déjà engagés pour la fête des 3 ans de Lucas ce même week-end. Antoine l'avait planifié pour la même date sans vérifier. Ils espéraient que ce ne serait pas un problème s'ils passaient le lendemain pour le gâteau. La visite du lendemain a duré 40 minutes. Pendant ces 40 minutes, mon père a pris un appel d'Antoine dans la cuisine et y est resté 25 minutes à discuter du prochain chantier de cloison sèche d'Antoine. Léo a soufflé les bougies restantes une deuxième fois pour mon père quand il est revenu à table. Mon père a dit « Super, champion » et a regardé son téléphone. La pièce de théâtre de Léo en CE1. Il jouait le rôle d'un arbre dans une production sur les saisons. Il avait une seule réplique et l'avait répétée pendant 3 semaines, debout dans le couloir devant sa chambre, la déclamant au mur avec le sérieux particulier d'un enfant qui a décidé que c'était important et qui allait le faire bien. Mon père avait promis qu'il viendrait. Ce matin-là, Antoine lui a envoyé un texto pour un problème de plomberie, un robinet cassé, le genre de chose qui prend 1 heure. Mon père est allé l'aider à la place. Il m'a envoyé un texto pendant la représentation, comment ça s'est passé? La réplique de Léo était, je suis ici depuis plus longtemps que vous ne le pensez. Il l'a dite parfaitement. Je n'ai pas dit ça à mon père. J'ai dit, bien, il a été super. J'ai parfois repensé à ce mensonge depuis. Je ne pense pas que je le changerai. Ce sont 2 exemples. Il y en a d'autres. Je vous en donne 2 parce que les autres ont la même forme. Et une fois que vous comprenez la forme, vous n'avez pas besoin de chaque instance. Ce que vous devez comprendre, c'est que Léo, à 8 ans, avait déjà appris de cette famille, de ces schémas spécifiques, que demander ne fonctionnait pas toujours de certains côtés de certaines relations. Il l'avait appris comme les enfants apprennent les vérités inconfortables, non pas parce qu'on le leur dit, mais en observant ce qui se passait quand il attendait quelque chose et ne le recevait pas. Il avait appris à revoir ses attentes à la baisse, discrètement, sans annonce, sans en faire toute une histoire. Le tournoi de foot du printemps dernier. L'équipe de Léo a atteint les demi-finales. Mon père avait dit qu'il viendrait au match du samedi. Il n'est pas venu. Il est allé au match amical de Lucas à la place. Il m'a envoyé un texto qui disait « Allez Léo » avec un emoji de trophée à 14 heures. Le match de Léo était à 10 heures. L'emoji de trophée a été envoyé 4 heures après la fin du match. Noël, il y a 2 ans. Mon père à Léo, sans qu'on lui demande rien, pendant que nous ouvrions les cadeaux, tu vas devoir travailler dur comme ta mère. Le fils d'Antoine, lui, a la vie un peu plus facile. Il l'a dit comme une sagesse. Une chose que vous dites à un enfant pour le préparer. Léo a regardé le sol un instant, puis a relevé les yeux et a dit, d'accord, papy. Il avait 6 ans. Et puis le barbecue. C'était un samedi de juillet. Dans le jardin de mes parents, qui est grand et ombragé l'après-midi. Idéal pour le genre de réunion de famille qui semble anodine mais qui contient tout. Ma mère avait fait de la salade de pommes de terre et mon père était au grill. Antoine était là avec Chloé et Lucas. Mon amie Sophie était venue pour la première heure avec sa fille Manon parce qu'elle habite à 2 rues et que mes parents l'ont toujours appréciée. Elle filmait sa fille qui courait sous l'arroseur avec son téléphone.
Léo était venu avec son vélo. Il en était fier. Il avait fait 2 fois le tour du pâté de maison avant notre arrivée, me montrant que la sonnette fonctionnait, me montrant sa vitesse. Il l'a appuyé contre la clôture près du portail et est allé chercher une saucisse, et tout était normal. Lucas a vu le vélo le premier. Il a demandé à Léo s'il pouvait l'essayer. Léo a dit oui. Lucas a fait 2 fois le tour du jardin avec. Puis Antoine s'est approché. Il a regardé le vélo. Il l'a soulevé des mains de Lucas par le guidon, l'a tenu et l'a examiné comme on examine quelque chose dont on estime le prix. Puis il a dit, c'est un bon vélo, Lucas. Il te plaît? Lucas a dit, ouais. Antoine a dit, il est à toi. J'étais à 4 mètres de là, près de la table pliante, une assiette à la main. J'ai entendu. J'ai posé l'assiette. J'ai dit, Antoine. Il m'a regardé. Il n'était pas agressif. Il n'était pas en colère. Il était certain. De la certitude d'un homme qui fait quelque chose qu'il a fait toute sa vie et à qui on n'a jamais dit une seule fois que c'était mal. Il a dit à mon père, pas à moi, assez fort pour que tout le jardin l'entende, ton gamin n'a jamais mérité un tel vélo. Il a fait un signe de tête vers Léo. De toute façon, il l'aurait bousillé en une semaine. Mon père a ri. Pas un rire méchant, un rire à l'aise. Le rire d'un homme qui trouve son fils drôle et ne regarde pas de trop près ce que la blague vient de coûter à quelqu'un d'autre. Hélène, ma mère, se tenait près de la porte-fenêtre. Elle m'a regardé, puis elle a détourné le regard. Ce regard a duré environ une seconde. Il disait, je vois ce qui se passe. Il disait aussi, je ne vais rien faire. J'ai regardé Léo. Il regardait ses chaussures. Il ne pleurait pas. Il avait 8 ans et il faisait ce que je l'avais vu apprendre à faire avec cette famille depuis 4 ans, trouver le sol quand le plafond s'effondrait et attendre que ça passe. J'ai dit, on y va, mon chéri. Il a dit, d'accord. Il a marché jusqu'au portail. Il n'a pas regardé le vélo. Je ne sais pas s'il a pensé aux 47 € à ce moment-là. Je ne lui ai pas demandé. Il y a des choses qu'on ne demande pas à un enfant parce que la réponse ne change rien et ne fait que lui faire porter le poids 2 fois. Il a regardé par la fenêtre pendant tout le trajet du retour. Je veux m'arrêter ici un instant parce que je pense que certains d'entre vous ont déjà été dans une version de cette voiture. Pas cette voiture spécifique sur cette sortie de périphérique spécifique à Lyon, mais celle où votre enfant vient de se voir montrer une vérité sur la famille à laquelle vous appartenez tous les deux, et vous conduisez, et vous ne pouvez pas arranger ça tout de suite. Et vous décidez quoi dire, quoi laisser pour plus tard, et quoi porter seul pour qu'il n'ait pas à le porter encore. Je veux m'arrêter ici parce que je pense que certains d'entre vous comprennent déjà ce que j'ai ressenti pendant les heures qui ont suivi et je ne veux pas les passer sous silence. Le poids spécifique d'être dans une voiture avec votre enfant après que quelqu'un lui a infligé une perte réelle, de garder une voix égale, de ne pas l'expliquer et de décider comment répondre à ce qui vient de se passer. Je n'ai passé aucun appel ce soir-là. Je n'ai envoyé aucun texto. Je n'ai rien posté. Je vous dis cela parce que la supposition est toujours que l'action découle de la colère, et je veux être précise sur ce dont elle découlait réellement. Elle découlait de la clarté. Il y a une différence entre ces deux choses. La colère est brûlante, elle veut un public, elle veut être vue en train de marquer son point. La colère a besoin de dire les choses à voix haute pour que quelqu'un d'autre puisse confirmer que oui, c'était mal. La clarté n'a pas besoin de confirmation. La clarté c'est déjà. Elle a juste besoin d'attendre que l'enfant soit endormi. Léo a dîné. Il a demandé des pâtes. Je les ai préparées. Nous nous sommes assis à table et il a parlé d'un enfant à l'école qui avait trouvé une grenouille dans le caniveau de la cour de récréation et l'avait ramenée à l'intérieur dans sa boîte à goûter. Et toute la classe avait regardé la maîtresse la découvrir, ce que Léo trouvait plus drôle que tout ce qui lui était arrivé récemment. Il l'a décrit en détail, y compris le visage de la maîtresse, qu'il a imité pour moi. J'ai ri. Le rire était sincère. C'est ça, avec les enfants. Il continue d'avancer. Il trouve la grenouille dans la boîte à goûter et ça devient la chose la plus importante au monde. Et pendant un moment, assise à la table de ma cuisine à regarder mon fils imiter l'expression d'une maîtresse, le barbecue s'est estompé à la distance qu'il méritait. Nous avons regardé 40 minutes d'un documentaire sur la nature.
Il est allé se coucher sans poser plus de questions sur le vélo. Il m'a dit bonne nuit de la même manière qu'il le dit toujours, avec un câlin qui dure un peu plus longtemps que nécessaire. Après qu'il se soit endormi, je suis resté un moment dans la cuisine. J'ai pensé aux 18 secondes. J'ai pensé aux 47 €. J'ai pensé au rire de mon père, que je connais depuis toujours, et qui a toujours signifié « tout va bien ». C'est nous. C'est comme ça qu'on est. J'ai pensé à comment un rire que vous connaissez depuis toujours peut, en un après-midi, révéler une forme différente sous sa surface. Puis j'ai ouvert mon ordinateur portable. Le panneau d'administration du « Réseau des artisans lyonnais » n'a rien de spectaculaire. C'est un tableau de bord standard avec une liste d'artisans à gauche et une vue de profil à droite. Les artisans sont triés par ordre alphabétique. Le profil d'Antoine est sous le nom de son entreprise, Antoine Dépannage Lyon. Il a une photo de profil, ses informations de licence, 17 avis clients avec une moyenne de 4,2 étoiles, et un historique de 3 ans de recommandations que je peux voir en entier. 287 recommandations en 3 ans. Valeur mensuelle actuelle des recommandations basées sur la taille moyenne de ses chantiers, 4 200 €. Il a 3 réservations en attente dans la file. L'une d'elles est un chantier de placard de cuisine réservé pour le lendemain soir, une visite chez un client. Valeur, 3 400 €. Il n'a jamais payé les 60 € de frais de plateforme mensuels. J'avais configuré le compte pour l'en exempter quand je l'ai ajouté, puis je n'y avais plus pensé, parce que c'est ça le problème quand on fait une faveur à quelqu'un de manière informelle. On arrête d'y penser et ils arrêtent de penser que c'est une faveur. À 20h08, je me suis connecté au panneau d'administration. À 20h10, j'ai navigué jusqu'à « Antoine Dépannage Lyon ». À 20h12, j'ai cliqué sur « Archiver le profil ». Le système a demandé « Êtes-vous sûr de vouloir archiver cet artisan ?» Les profils archivés sont supprimés de la recherche et toutes les recommandations en attente seront redirigées. J'ai cliqué sur oui. Le tout a pris 4 minutes. C'est la partie que personne ne croit quand je raconte cette histoire. 4 minutes. Le même temps qu'il faut pour faire une bonne tasse de café. 8 ans d'un schéma, 3 ans d'un profil, 47 € économisés dans un sachet de congélation, et 4 minutes pour clore le dossier. Le profil a disparu de la recherche. Les 3 recommandations en attente ont été automatiquement redirigées vers d'autres artisans dans la file. Le système a envoyé un email automatisé au client réservé pour le lendemain soir. Votre artisan est devenu indisponible. Votre réservation a été transférée. On vous contactera sous peu. Je n'ai pas envoyé de message à Antoine. Je ne l'ai pas appelé. J'ai fermé l'ordinateur portable et je suis allé me coucher. J'ai appris ce qui s'est passé dans son allée plus tard, d'Antoine lui-même, quand il est venu sur mon porche et me l'a raconté en m'expliquant pourquoi j'étais déraisonnable. À 20h, son client était arrivé à l'adresse indiquée pour la visite. À 20h03, le client avait reçu l'email automatisé et était parti. À 20h12, Antoine était sorti pour vérifier l'allée. Il avait aidé à ranger chez mes parents et avait son téléphone dans sa poche, volume baissé. La voiture du client était partie. Il y avait un message vocal. Bonjour, j'ai reçu un email disant que vous n'êtes pas disponible. Ils m'ont redirigé vers quelqu'un d'autre. Rappelez-moi. Il est resté dans son allée. Il a regardé l'espace où la voiture avait été. Il ne savait pas encore ce qui s'était passé. Il ne le saurait pas avant 3 jours. Je vous dis cela non pas comme un détail triomphant, mais comme un fait. Je suis une entrepreneuse. Je crois en la cause et les faits. Je crois en des conséquences qui correspondent à l'action. Il a pris quelque chose à mon fils sans cérémonie, sans discussion, comme si la réaffectation était simplement dans ses droits. J'ai retiré quelque chose qui lui appartenait avec la même absence de cérémonie. Je ne lui ai pas dit. Je n'ai pas expliqué. Je ne lui ai pas donné l'occasion de présenter cela comme un différend. Certaines choses n'ont pas besoin d'être des différends. Le lendemain matin à 9h14, ma voisine Sophie m'a envoyé un texto. J'essayais de filmer Manon avec l'arroseur. Ton frère est entré dans le champ. J'ai continué à filmer parce que je ne savais pas quoi faire d'autre. La vidéo durait 17 secondes. Elle avait filmé sa fille et Antoine était entré dans le cadre sur le bord du plan. L'angle le prenait de côté, soulevant le vélo par le guidon, l'examinant,
disant quelque chose à Lucas. Le son était assez clair. On pouvait entendre « Il est à toi ». On pouvait entendre ma voix dire le nom d'Antoine. On pouvait entendre sa réponse. On pouvait entendre le rire de mon père. Et pendant 1,8 secondes, sur le bord gauche du cadre, on pouvait voir Léo regardant ses chaussures. J'ai regardé ces 1,8 secondes 4 fois. J'ai envoyé un texto à Sophie, merci. Je ne lui ai pas dit ce que j'avais fait la veille. Je n'ai dit à personne ce que j'avais fait. J'ai posé mon téléphone face contre table, j'ai fait du café et j'ai pensé aux 1,8 secondes, au sachet de congélation de 47 €, et à la voix de Léo dans la voiture quand il avait dit « Maman, j'avais économisé pour ça ». Le 3e jour, Antoine a envoyé un texto « Salut, il s'est passé un truc bizarre avec mon profil sur la plateforme. Tu peux vérifier ?» J'ai lu le texto. Je n'ai pas répondu. Mon père a appelé le même jour. J'ai laissé sonner jusqu'au répondeur. Il a laissé 22 secondes. Il a mentionné le barbecue. Il a mentionné qu'Antoine était un peu blessé par la façon dont j'étais parti. Il a mentionné que la famille reste soudée. Il a utilisé le mot « famille » 3 fois en 22 secondes. Il n'a pas prononcé le nom de Léo une seule fois. J'ai écouté le message vocal 2 fois. J'ai noté le mot qui manquait. Puis je l'ai supprimé. Le 4e jour, Antoine est venu sur mon Porsche. Il était venu en voiture. Il a frappé de la manière dont les gens frappent quand ils ont préparé quelque chose à dire et veulent le mérite de le livrer en personne plutôt que par texto. J'ai ouvert la porte et ne l'ai pas invité à entrer. Il s'est tenu en bas des marches du Porsche et je me suis tenu en haut. Ma voisine Sophie était dans son jardin de l'autre côté de la rue, en train de désherber. Elle n'a pas regardé. Elle était là. Antoine a dû la voir. Je n'avais pas prévu ça. Je ne suis simplement pas rentré à l'intérieur quand il est arrivé. Il a commencé par la plateforme. Il devait y avoir un problème technique. Son profil avait disparu. Ses chantiers en attente étaient redirigés. Un client qu'il connaissait depuis 2 ans lui demandait pourquoi il avait été retiré de la liste recommandée. J'ai dit, j'ai archivé ton profil samedi à 20h12. C'est un fait, pas un argument. Je l'ai regardé l'absorber. Il a dit, à cause d'un vélo. Il a commencé à construire la version des événements qu'il avait assemblés en 4 jours. Le vélo, c'était une histoire d'enfant. Les enfants grandissent, les vélos aussi. Lucas en voulait un depuis des mois. Léo en aurait un autre à Noël. Il a dit que ce n'était pas grave et que j'en faisais toute une histoire, ce que j'avais toujours fait, prendre une petite chose et la transformer en une déclaration sur toute la famille. Il a dit que je le punissais. Il a dit que je nuisais à son entreprise pour quelque chose qui n'avait pas d'importance. Je n'ai pas discuté. Je l'ai laissé finir. Sophie s'était redressée de l'autre côté de la rue. Elle ne nous regardait pas, mais elle avait arrêté de bouger. Quand Antoine a été à court de phrases, j'ai mis la main dans ma poche. J'ai sorti mon téléphone. J'ai ouvert la vidéo. J'ai posé le téléphone sur la rampe du Porsche, écran vers le haut, face à lui. J'ai appuyé sur lecture. Sa propre voix est sortie du haut-parleur. Ton gamin n'a jamais mérité un tel vélo. 17 secondes. Le rire de mon père à la fin. Hélène au bord du cadre, détournant le regard. Antoine s'est tenu au bas des marches de mon Porsche et s'est regardé. Son visage est devenu plat. La platitude particulière d'un homme entendant ses propres mots sans le contexte qui les faisait paraître raisonnables quand il les a prononcés. Il a entendu la certitude dans sa propre voix, et elle ne sonnait pas comme il l'avait ressenti. Il a essayé 3 choses, pas en colère. En séquence. Il a dit, c'était juste un moment. Tu ne vois pas la situation dans son ensemble. Je n'ai rien dit. Il a dit, j'avais bu quelques verres. Je ne réfléchissais pas. Je n'ai rien dit. Il a dit, plus bas, tu vas laisser ça être la fin de tout? J'ai ramassé le téléphone. J'ai dit, le profil est archivé. Il ne reviendra pas. Puis je suis rentré. La porte a fait le bruit que fait une porte quand quelqu'un la ferme sans urgence. C'est le son le plus définitif qui soit. Le 5e jour, Chloé a envoyé un texto. J'ai vu ce qui s'est passé au barbecue. J'aurais dû dire quelque chose.
Je suis désolé de ne pas l'avoir fait. C'était court. Il n'y avait aucune demande. C'était juste une femme disant une vérité sur un moment qu'elle portait en elle depuis 5 jours. Je suis resté avec ce texto plus longtemps que je ne l'aurais cru. J'ai répondu, je sais que tu l'as vu. Merci. Ce fut tout l'échange. Mais c'était la première chose honnête que quelqu'un du côté d'Antoine de la famille avait offerte, et ça comptait de la manière dont les petites choses honnêtes comptent toujours quand vous avez nagé dans de grands silences malhonnêtes. Le 6e jour, mon père a rappelé. Cette fois, j'ai répondu. Il avait eu 6 jours pour réfléchir, et il les avait utilisés pour devenir plus ferme. Il a dit qu'Antoine avait une entreprise. Il a dit, la famille ne sabote pas les moyens de subsistance de la famille. Il a dit que mélanger une querelle d'enfant avec les affaires d'un homme adulte n'était pas juste et que ce n'était pas équitable et qu'il attendait mieux de moi. J'ai attendu qu'il finisse. Puis je lui ai posé une question. J'ai dit, papa, quel est le prénom de mon fils? Il a dit, quoi? J'ai dit, mon fils, ton petit-fils. Quel est son prénom? Il a dit, le prénom de Léo. J'ai dit, tu m'as appelé 2 fois en 6 jours. Tu as mentionné les sentiments d'Antoine. Tu as mentionné l'entreprise d'Antoine. Tu as utilisé le mot famille 4 fois rien que dans cet appel. Combien de fois as-tu dit le prénom de Léo ces 6 derniers jours? Silence. Pas le silence de quelqu'un qui réfléchit. Le silence de quelqu'un qui vient de voir quelque chose devant lequel il se tenait depuis des années sans le regarder directement. J'ai dit, voilà tout le problème, papa. J'ai raccroché. Je n'ai pas claqué le téléphone. Je l'ai posé sur le comptoir, j'ai rempli un verre d'eau et je suis resté à la fenêtre de la cuisine à regarder le jardin où le panier de basket de Léo se tenait légèrement de travers parce que nous l'avions installé ensemble il y a 2 printemps. Et aucun de nous n'est particulièrement précis sur ce genre de niveau. J'ai pensé à lui disant, maman, j'avais économisé pour ça. J'ai pensé, oui, tu l'as fait, et ça compte. Et les gens qui n'ont pas pu voir que ça comptait vont devoir trouver quoi faire de cette information. Ce n'est plus mon problème. À la fin de la 2e semaine, le réseau avait entièrement redirigé les recommandations d'Antoine. Les 4 200 € par mois de travail réservés affluaient vers d'autres artisans de la plateforme. Licenciés, assurés, payant leurs 60 € par mois, faisant leur travail sans nécessité d'exemption familiale ou de faveur qui n'avaient jamais été officiellement enregistrées. Une gestionnaire de biens qui avait envoyé 6 chantiers à Antoine l'année précédente m'a envoyé un texto pour me demander s'il était toujours sur la liste recommandée. J'ai dit qu'il avait été retiré et j'ai proposé de lui en recommander d'autres. Elle a dit que c'était bon et a demandé 3 noms. Je lui en ai donné 3. Elle a dit merci. Antoine a envoyé un autre texto avec des excuses qui étaient surtout une explication. Il a dit que la situation du vélo avait été mal comprise, qu'il ne l'avait pas fait exprès, qu'il espérait que nous pourrions aller de l'avant en tant que famille et si je pouvais envisager de rétablir son profil une fois les choses calmées. Il a utilisé le mot « famille » 2 fois. Il n'a pas utilisé le prénom de Léo. Je l'ai lu. Je n'ai pas répondu. Il a envoyé un 2e texto, plus court, juste une demande pour être réintégré sur la plateforme. Pas d'explication, juste la demande. La façon dont il avait toujours demandé les choses, directement, sans argumenter, parce qu'il n'avait jamais eu à le faire. J'ai lu celui-là aussi. J'ai pensé aux 1,8 secondes, au sachet de congélation, au rire de mon père. Je n'ai pas répondu. J'ai ajouté quelque chose à la plateforme cette semaine-là. J'ai demandé à un ami avocat de revoir les conditions d'utilisation et nous les avons mises à jour pour formaliser la structure des frais et supprimer la catégorie « tarif familial », qui existait comme une exception tacite depuis 3 ans sans jamais avoir été écrite nulle part. Les conditions mises à jour ont été envoyées aux 140 artisans de la plateforme. Tout le monde a accusé réception et signé. Le tarif familial n'est plus une catégorie. Il y a des choses que vous ne formalisez pas jusqu'à ce que le moment arrive qui vous apprend pourquoi vous auriez toujours dû le faire. Ma tante Martine a appelé le 8e jour. C'est la sœur aînée de mon père, elle a 64 ans, et elle fréquente les événements familiaux depuis assez longtemps pour avoir vu toutes les versions du schéma que je vous ai décrit dans chaque génération qu'il a produite. Elle n'a pas d'enfants. Elle a toujours prêté plus d'attention aux enfants autour d'elle que les gens qui supposent avoir toute son attention ne le réalisent. Elle avait entendu parler du barbecue par ma cousine Charlotte,
qui était là et en avait parlé à 2 autres personnes avant la fin de la semaine. La façon dont l'information circule dans une famille, que vous le vouliez ou non. Martine m'a appelé un mardi soir alors que je finissais un devis de matériaux à la table de la cuisine. J'ai vu son nom et j'ai décroché sans laisser aller au répondeur, ce que j'avais fait pour la plupart des appels cette semaine-là. Elle a dit, Charlotte m'a raconté ce qui s'est passé avec Léo et le vélo. Elle n'a rien dit d'autre pendant un moment. Puis elle a dit, ce n'est pas juste. 3 mots. Sans théâtralité. Sans prétendre que c'était compliqué ou qu'Antoine avait ses raisons ou que la famille reste soudée par-dessus tout. Juste, ce n'est pas juste. Dit sur le ton neutre d'une femme qui dit des vérités simplement depuis 64 ans et qui a appris que la version simple est la seule qui tienne. Je lui ai parlé des 47 € de Léo, du sachet de congélation, de la façon dont il les avait organisés en 3 liasses distinctes avec un élastique. Elle est restée silencieuse un moment. Puis elle a dit, Jean a mal élevé Antoine. Voilà tout. Je n'ai pas pleuré pendant cet appel, mais quelque chose qui était très tendu depuis 8 jours s'est légèrement relâché. Pas de façon dramatique, pas de façon visible. Le petit soulagement particulier d'une personne disant une vérité simplement, sur le même ton que vous utiliseriez pour lire un bulletin météo, sans aucune arrière-pensée. Je l'ai remerciée. Elle a dit qu'elle prendrait des nouvelles de Léo. Elle a pris des nouvelles de Léo. Elle lui a apporté un livre sur les trains le samedi suivant. Elle a traversé la ville pour le faire. N'en a pas fait toute une histoire. Est partie après 40 minutes. Léo a dit qu'elle sentait la lavande et qu'elle connaissait beaucoup de choses sur les trains. Ces 2 choses sont vraies. Ma mère a appelé le 10e jour. Elle ne s'est pas excusée. Hélène n'est pas faite pour ce mot. Ne l'a jamais été. Mais elle a demandé des nouvelles de Léo. Elle a demandé ce dont il avait besoin. Je lui ai dit que Léo allait bien. Elle a dit, j'aurais dû dire quelque chose. J'ai dit, je sais. Nous en sommes restés là. Ce n'est pas tout. Ce n'est pas rien non plus. Et parfois, la distance entre tout et rien est exactement la longueur d'une phrase dite le 10e jour. 3 semaines après le barbecue, un samedi matin, j'ai emmené Léo dans un magasin de vélo sur l'avenue Jean Jaurès. Je ne lui ai pas raconté toute l'histoire. Il a 8 ans. Il en saura plus quand il sera plus grand, quand la forme d'une famille et les choix que les gens font en son sein commenceront à avoir un sens pour lui d'une manière qu'ils ne peuvent pas encore avoir. Pour l'instant, il savait que son vélo avait été pris, que je lui en achetais un nouveau, et que ce n'était pas une dette qu'il devait à qui que ce soit. Il en a choisi un bleu avec un guidon argenté. Il est resté devant un moment avant de dire quoi que ce soit. C'est ainsi que Léo prend des décisions. Il regarde la chose pendant longtemps avant de s'engager, ce qui est une qualité que je reconnais et que j'essaie de ne pas perturber. Il a dit, il est trop cher? J'ai dit, non. Il a dit, je devrais utiliser mes économies? J'ai dit, garde ton argent. Il a dit, pourquoi faire? J'ai dit, pour ce que tu voudras. Il y a réfléchi un moment. Puis il a hoché la tête. Puis il a demandé s'il avait une sonnette. Il avait une sonnette. Nous avons payé, nous l'avons sorti et il en a fait sur le parking pendant que j'étais assise sur le trottoir à le regarder. Il ne pensait pas au barbecue. Il pensait au vélo, si la selle était à la bonne hauteur, si la sonnette avait un bon son, s'il pouvait atteindre le coin de la rue et revenir avant que je ne l'appelle. Il le pouvait. Il l'a fait. Il est revenu vers moi, les cheveux repoussés de son front par la vitesse et son expression, l'expression spécifique d'un enfant qui a réussi quelque chose. Je ne pensais pas à Antoine. Je ne pensais pas à mon père. Je ne calculais pas ce qui avait été perdu ou redistribué ou corrigé. Je pensais au guidon argenté, à la lumière du matin et à la façon particulière dont le visage de Léo s'illumine quand il est purement dans l'instant et non en train de s'observer de l'extérieur. Ce regard est toute la raison. Pas le réseau, pas l'action de 20h12, pas le Porsche ou la vidéo ou la conversation avec mon père. La raison, c'était ce regard, et il avait été brièvement interrompu par une famille qui ne le comptait pas comme elle aurait dû. Et maintenant, il était de retour. Il est revenu vers moi en pédalant. Il a dit, on peut aller par là. Il a montré la rue. J'ai dit, oui. Il est parti. Je l'ai regardé s'éloigner, les 2 mains sur le guidon. La sonnette retentissant sans raison, sauf qu'il le pouvait.
C'est là que cette histoire se termine. Pas avec un discours, pas avec un verdict. Avec un garçon sur un vélo bleu un samedi matin à Lyon, descendant une rue qu'il a choisie lui-même, avec de l'argent dans sa poche qui est à lui, allant où il le décide.